Il est 19 heures. Bonsoir à toutes et à tous pour ce lancement du nouvel ouvrage du prolifique Michel Seymour, Raison des raisons et religion, plaidoyer pour une laïcité ouverte, aux éditions Éco-Société. Mon nom est François Fournier, je serai l'animateur, facilitateur pour la prochaine heure. À mes côtés, virtuellement, pour échanger sur l'ouvrage de Michel, il y a Dalila Awada. Dalila est diplômée de maîtrise en sociologie de l'Université de Montréal. S'est activement engagée depuis 10 ans dans la défense de la justice sociale. Elle est chroniqueuse au journal Métro et à Emma TV. Elle a cofondé Parole de femmes en 2014, une organisation qui visait à porter les voix et revendications des femmes racisées et autochtones du Québec. Bonsoir, Dalila. Dominique Lédet. Dominique est professeure de philosophie à l'Université du Québec à Montréal et directrice du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie. Elle travaille sur les questions liées à la délibération publique et au parlementarisme. Elle s'intéresse également au pluralisme juridique dans le contexte des rapports de l'État canadien avec les peuples autochtones. Bonsoir, Dominique. Et puis, bien entendu, pour le bien cuit, Michel Seymour lui-même. Michel est un jeune professeur retraité du département de philosophie de l'Université de Montréal, où il a enseigné pendant près de 30 ans. Il est, entre autres, l'auteur de La Nation pluraliste, coécrit avec Jérôme Gosselin-Tapp, et aussi de l'ouvrage Une idée de l'université, paru en 2013 chez Boréal. Bonsoir, Michel. Je vous explique rapidement le format de cette petite heure bien tassée. Les premières 45 minutes appartiennent à Michel, Dalila et Dominique qui vont échanger sur les idées au cœur de l'ouvrage. Pour le dernier quart d'heure, vous êtes le public, vous, le public, êtes invité à poser des questions via la section commentaires sous la vidéo. Là, on va me transmettre vos questions que je lirai à nos panélistes. Vous pouvez nous envoyer vos questions à mesure, mais bon, les réponses vont être données seulement dans les dernières 15 minutes. On commence. Donc, Michel, pourriez-vous nous présenter en 180 secondes, au bénéfice de notre public, un condensé, ou autrement dit, la substantifique moelle de votre ouvrage? Cet exercice de 180 secondes, c'est un exercice qu'on impose souvent aux étudiants pour présenter leur mémoire de maîtrise ou leur thèse de doctorat. Alors, je pense qu'il est grand temps que l'on impose cet exercice-là aussi aux profs, même retraités. Alors, à vous la parole, Michel. Merci beaucoup, François. Salut à tout le monde. Effectivement, c'est difficile quand même de résumer un ouvrage de près de 300 pages en quelques minutes. Et si on doit abréger, il devient difficile d'aller un peu dans le détail quand même pour compléter les fameuses 3 minutes. Disons que c'est un plaidoyer en faveur de la laïcité ouverte. Et tel que je le présente, d'ailleurs, dans une capsule de 18 minutes sur YouTube, euh, on peut dire que l'ouvrage prend trois volets, comporte 3 volets. Tout d'abord, qui dit laïcité ouverte dit une laïcité qui doit s'ouvrir autant à la croyance qu'à l'incroyance. C'est-à-dire qu'on doit imposer des relations de respect entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Bien sûr, c'est une évidence. Cependant, comment penser cela à la lumière des débats très récents, et j'ai moi-même assisté à des débats hier sur la page de Normand Baillargeon avec les commentaires de Yannick Marcil, et on peut voir comment la gestion des rapports entre croyants et incroyants est parfois difficile. Donc, la laïcité ouverte dit respect entre croyants et incroyants. Mais aussi, il importe, à mon sens, non seulement de respecter cette diversité-là, mais aussi, bien sûr, respecter la diversité religieuse. Et dans mon ouvrage, on peut dire au cœur de mon ouvrage, autant qu'au cœur de l'ouvrage précédent écrit en collaboration avec Jérôme Gosselin-Tapp, l'idée est de s'ouvrir à différentes façons de vivre la religion. On peut vivre la religion en privé, chacun pour soi, dans sa liberté de conscience, en privé, à titre individuel. On peut la vivre en association,
dans des groupes religieux, mais on peut aussi la vivre en communauté. Donc, dans ce cas-ci, ça m'apparaît extrêmement important pour penser la situation au Québec, de comprendre que plusieurs personnes vivent leurs relations dans des pratiques communautaires. Si on ne saisit pas ça, on ne saisit pas toute la diversité des rapports qu'on peut entretenir à l'égard de la religion. Et finalement, dans une troisième partie de l'ouvrage, j'ouvre sur la sphère internationale et je pense que la laïcité ouverte requiert de s'ouvrir à différentes applications des idées centrales de neutralité et de séparation de la religion et de l'État. Il y a différentes façons d'appliquer ces idées-là d'une société à l'autre. Alors, voilà un petit peu comment se présente la structure même de l'ouvrage en 3 volets sur le thème de la laïcité ouverte. Très discipliné. Félicitations, franchement, 2 minutes 46 secondes, c'est excellent. Alors, écoutez, Dalila, je me tourne vers vous en 3 minutes également. Comment accueillez-vous la contribution de Michel? Bonsoir, merci de me faire une place sur ce panel. Je dois dire d'emblée que j'ai vraiment beaucoup appris en lisant le livre. Je l'écrivais à Michel la semaine dernière. Quand j'ai commencé à lire les premiers chapitres, je les ai trouvés denses, très conceptuels, puis j'ai un peu paniqué. Mais après ça s'est très bien passé quand même parce que la théorie est jumelée à des illustrations très concrètes, à des exemples qui sont d'actualité et parce qu'il y a constamment dans le livre des liens qui sont faits entre les différentes idées. Donc, je le précise parce que des personnes comme moi qui ne sont pas formées en philosophie pourraient trouver ça plus dense au début, mais dans les chapitres qui suivent, il y a vraiment un lien entre la théorie et la pratique et c'est tout à fait accessible et clair pour quiconque. Donc, moi, une des choses que j'ai beaucoup apprécié dans l'ensemble de l'ouvrage, c'est que l'argumentaire qui est mis de l'avant par Michel Seymour a plusieurs couches de complexité. Puis ça, à mon sens, c'est toujours une bonne chose parce qu'on n'est pas dans des raisonnements dichotomiques, binaires, faciles en quelque sorte. Au contraire, il nous invite à beaucoup de nuances, beaucoup de subtilité, notamment quand il aborde la question des droits collectifs et des droits individuels. Donc, dans le raisonnement qu'il développe autour de ces 2 concepts, ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a souvent un nœud qui oppose droit collectif, droit individuel, mais qu'on n'est pas obligé de les hiérarchiser, comme c'est souvent le cas. Et moi, c'est personnellement quelque chose que j'ai beaucoup entendu dans les dernières années, dans les débats sociaux, cette espèce d'injonction à choisir entre l'un ou l'autre. Et ce que Michel Seymour propose, c'est un équilibre, une configuration dans laquelle il y a de la place et pour les droits collectifs et pour les droits individuels. Une autre contribution importante, à mon avis, c'est les réflexions et les propositions qui sont faites autour de la thèse du choc des civilisations, parce que Michel ne fait pas juste rejeter en bloc cette thèse-là, il la prend au sérieux parce qu'elle est très répandue et parce qu'elle a une influence assez majeure dans nos imaginaires et dans la grille de lecture que beaucoup de gens appliquent aux phénomènes sociopolitiques contemporains. Donc, la première étape pour Michel, c'est de décortiquer cette thèse-là et ses dérivés pour ensuite proposer diverses voies pour l'affaiblir. Puis une des voies qu'il propose pour l'affaiblir, c'est de chercher à réaliser ce fameux équilibre entre droit collectif et droit individuel. Donc bref, ça c'est 2 aspects saillants parmi beaucoup d'autres, mais moi qui ont attiré mon attention, qui vont immanquablement donner de l'eau au moulin à quiconque s'intéresse à la justice sociale. Merci beaucoup, Dalila. Dominique, maintenant, toujours en 3 minutes, vos premières impressions. Oui, bien sûr. Alors, moi aussi, j'aimerais vous remercier de la chance que vous m'avez donnée de participer à ce panel et de m'avoir conduit donc à lire ce dernier livre de Michel. Alors, moi, ce que j'aimerais dire, au fond, très simplement, c'est que c'est une contribution importante au débat sur la laïcité. Et c'est une contribution importante, notamment parce que Michel n'en reste pas, disons, simplement au niveau des politiques publiques. Hein. Au fond, depuis 1 an, depuis 2 ans, enfin, on pourrait même dire depuis plusieurs années,
on se déchire un peu la chemise chacune autour de la question du port des signes religieux, de la place du religieux dans l'espace public, etc. Et ici, Michel nous propose au fond une réflexion sur la laïcité ouverte, certes, mais qui va de ses fondements philosophiques jusqu'à ses débouchés en termes de politique publique, à la fois au niveau national et international, comme Delila l'a rappelé. Et donc, on a vraiment comment dire, une prise de perspective qui, je pense, ouvre l'horizon d'une véritable discussion où on peut tous, chacune, prendre une grande respiration et considérer les choses un peu à nouveau frais. Et donc, il introduit, me semble-t-il, une discussion extrêmement intéressante avec ce qui a été longtemps, au fond, au Québec, la seule contribution qui s'attache à réfléchir à la laïcité de ses fondements jusqu'à ses débouchés en termes de politique publique, c'est la contribution de Charles Taylor. Et la première partie de l'ouvrage est très intéressante pour quelqu'un comme moi, parce que Michel fait une discussion critique des propositions de Taylor en partant de l'âge séculier jusqu'au petit livre qu'il a publié avec Jocelyn McClure sur la laïcité ouverte. Et donc, ce qu'on a, c'est une conceptualisation, une justification alternative de la laïcité ouverte qui se distingue de la proposition de Taylor et McClure, non seulement dans ses fondements, dans l'étude qui est faite de ses soubassements, mais aussi dans ce vers quoi elle mène. Et ça, je pense que déjà Dalila l'a signalé de manière très utile. Et on se souviendra que Michel, dans le champ de ceux qui sont en faveur d'une laïcité ouverte, se distingue notamment parce qu'il défend la nécessité d'une charte de la laïcité, à la différence donc de plusieurs autres intervenants, dont Taylor et McClure. Alors moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et ce que j'ai trouvé également extrêmement intéressant, mais là, je ne sais plus où j'en suis dans mes 3 minutes, donc arrêtez-moi si je les ai dépassés. 30 secondes. 30 secondes. C'est que pour quelqu'un qui a suivi un peu la réflexion de Seymour, on le retrouve de ses débuts, c'est-à-dire comme philosophe du langage, en passant par Seymour, penseur de la théorie des droits collectifs, hein, donc je pense à son livre A Liberal Theory of Collective Rights, jusqu'à Seymour, penseur de la laïcité, et là je pense à son livre avec Gosselin Tapp. Donc on a tout Seymour et toute la laïcité en un livre. Moi je pense que ça vaut la peine. À bon prix. Ah bon. Alors, Michel, quelles sont vos réactions à ces commentaires-là? 5 minutes de réaction, puis après, il y aura échange. Écoute, je crois que j'aurais plutôt accueilli une question parce que là, je ne veux pas réagir à ces compliments qui me vont droit au cœur, bien sûr. Et je ne prends pas ça à la légère. Vous savez, je pense que je me compromets en me mêlant de débats qui impliquent des auteurs immenses comme Charles Taylor, Ludwig Wittgenstein et John Rawls. Alors, j'arrive un peu comme un chien dans un jeu de quilles face à ces géants. Et donc, je me compromets. Donc, les réactions qui peuvent être positives en faveur de mon livre, je ne dirais pas qu'elles me rassurent entièrement, mais qu'elles me font du bien. Et surtout que ce sont des débats difficiles, des débats qui sont parfois douloureux. Je dirais, pour peut-être enchérir dans la voie qui a déjà été tracée, et donc en quelque sorte répondre déjà à la question, mais pourquoi j'ai écrit ce livre? Je venais d'en écrire un avec Jérôme Gosselin-Tapp. Pourquoi revenir sur le sujet? Ben, justement, au cœur de la contribution que j'avais avec Jérôme, il y avait cette idée qui n'était pas exactement dans le même sens que la plupart de ceux qui militaient au sein de Québec inclusif, par exemple. Je n'affirmais pas la suprématie des droits individuels contre les droits collectifs imposés par soit le projet de loi 60, soit la loi 21. Nous avions une façon d'inverser les choses. Je pense qu'à la base, philosophiquement, de la position gouvernementale et du législateur, il y a cette conception que la religion, c'est une affaire privée.
ayant été opprimée par une Église catholique étouffante, une structure institutionnelle qui était omniprésente, il y a une réaction dans les pays catholiques de dire la religion, c'est une affaire privée. Ça concerne l'individu lui-même, tout seul, avec sa liberté de conscience. Et même si cette position normative n'est pas reflétée dans l'ensemble de la fonction publique, elle est présupposée dans l'idée qu'on peut demander aux personnes qui sont en position d'autorité et qui exercent une certaine coercition, on peut leur demander de retirer le foulard parce que de toute façon, cet accessoire n'a qu'un rôle accessoire par rapport à la véritable nature de la religion qui est intérieure et qui concerne l'individu dans sa vie privée. Or, quand on comprend que pour toutes sortes de raisons, les gens ont toutes sortes de raisons, on ne peut pas les cantonner dans une raison pour laquelle ils portent des signes religieux, mais dans tous les cas, je crois que le signe religieux est un marqueur identitaire d'appartenance communautaire. Et quand on comprend ça, on comprend pourquoi ça fait partie de l'identité et qu'on ne peut pas demander à quelqu'un qui porte un signe religieux et qui a cette portée identitaire de le retirer de 9 à 5. Alors, il me semble que donc il y avait une dimension collective, à savoir de pratiques communautaires qu'il fallait mettre de l'avant et pas simplement affirmer la suprématie des droits individuels. Alors, pour ancrer davantage, à la fois dans l'histoire et dans la dimension internationale, cette façon de voir les choses, j'ai pris inspiration dans cette brique imposante de plus de 1000 pages de Charles Taylor, L'Âge séculier, qui montre comment, en Occident, nous sommes passés du Moyen Âge, d'anciens régimes, à un modèle qui est basé sur l'individualisme moderne. Donc, l'individualisme a marqué profondément l'imaginaire social de l'Occident et ça conduit à des réformes, et notamment sous l'impulsion de la religion protestante, mais même au sein du catholicisme à notre époque, il y a cette idée que la religion, c'est une affaire privée. Alors, la conception individualiste de la religion trouve ses assises historiquement dans une longue description que fait Taylor dans L'Âge séculier. Et le danger d'opposition qui a déjà été mentionné par Dalila à l'égard dans la dimension internationale avec la présence grandissante de l'islamophobie et qui nous place dans une posture dangereuse pour reconduire l'idée de Samuel Huntington d'un conflit de civilisation, c'est l'idée d'être à l'encontre de toute forme de présence collective menaçante. Hein? En France, c'est le communautarisme ou maintenant le séparatisme qui est en danger. Et chez nous, c'est toutes les politiques de pluralisme culturel, qu'il s'agit du multiculturalisme ou de l'interculturalisme, on ghettoise les groupes et donc c'est une critique à l'égard de l'identité communautaire qu'on associe immédiatement au communautarisme. Alors donc, je pense que autant pour penser la dimension internationale que pour penser notre expérience occidentale, il fallait davantage ancrer mon propos et l'élargir comme je l'ai fait pour vraiment montrer qu'on a raison d'opposer, de comprendre le débat comme un débat qui voit pour les uns la religion comme une affaire privée et pour les autres la religion comme une pratique communautaire. Alors donc, moi, je crois qu'il faut respecter les deux et que la laïcité ouverte commande de respecter les deux. Vous voyez, Michel, vous n'avez pas besoin de questions pour parler. Donc, on aborde une première série de questions. Dalila, Dominique et Michel vont se relancer à coup de questions-réponses. Donc, je ne vais pas jouer à la police du temps de parole pour ce segment. Je fais confiance à votre sens de la mesure pour la suite de la conversation. Puis, on se garde 15 minutes à la fin pour les questions de notre cher public. Alors, Dominique, vous avez levé la main, donc allez-y. Très bien, merci.
Donc, j'entends bien ce que Michel a dit et je trouve ça très intéressant parce que de toute façon, et d'entrée de jeu, je vais le dire, une des choses que je trouve les plus intéressantes dans la réflexion de Michel, certainement depuis A Liberal Theory of Collective Rights, c'est sa réflexion sur les droits collectifs. Et je trouve effectivement que toute sa réflexion sur la façon dont on doit dont l'État et les institutions doivent être neutres, non seulement à l'égard des différentes croyances individuelles, mais à l'égard aussi des manières de croire et donc cette manière collective de croire. Donc, tout ça, je trouve ça très intéressant. Cela dit, je me demande si vraiment c'est vraiment comme ça qu'on va régler le problème tel que nous le vivons, notamment au Québec, où il me semble que, au fond, le même point aveugle auquel on se heurte, c'est l'acceptation de ce que tu appelles le pluralisme irréductible, des conceptions morales, religieuses, etc. Et le fait que l'on accepte que face à ce pluralisme irréductible, eh bien, nous avons tous et chacun une obligation de respect les uns avec les autres, qui suppose que la majorité ne peut pas opposer à la minorité ce que notre Premier ministre a dit si fameusement, parce que c'est comme ça qu'on vit ici. Et donc, il me semble que sur ce point-là, tes arguments, tu sais, Wittgenstein contre Taylor et tout ça, c'est formidable, mais je ne pense pas que ça permette de contourner ce problème fondamental-là, qui est de dire que nous avons cette obligation de respect par rapport aux croyances des autres, qu'ils viennent de l'extérieur ou qu'ils soient issus de notre propre collectivité. Et donc, j'aimerais un peu te pousser un petit peu là-dessus. Qu'est-ce que tu as à répondre à ce problème-là? Écoute, je pense que le problème que tu soulèves est un problème que je qualifierais de politique. Et il est vrai que la philosophie révèle ses limites lorsque nous sommes en face d'une fin de non-recevoir. Mon espoir vague est qu'on apprenne douloureusement au Québec cette nécessité de l'ouverture et qu'on se rappelle la nécessité non seulement de s'ouvrir à l'égard de la diversité religieuse, mais aussi de la diversité nationale qui compose le Québec. Il y a 11 nations autochtones. Qu'on se rappelle des droits collectifs de la minorité anglophone. La minorité anglophone qui est composée de gens qui viennent d'un peu partout, des gens qui n'étaient pas anglophones au début, qui sont très diversifiés. Néanmoins, en tant que groupe, ils ont des droits consacrés. Eh bien, qu'on s'ouvre à cette tradition-là aussi est un défi. Les défis sont immenses et il y a un danger toujours de repli identitaire. Il me semble cependant que si on prend l'exemple de la loi 101, la charte de la langue française, pour certains, elle a été charcutée tellement par la Cour suprême du Canada qu'elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Et il faut peut-être songer de différentes façons à la renforcer. Moi, je n'ai pas d'objection, par exemple, à ce qu'on augmente le nombre des entreprises obligées d'être francisées de 50 à 25 employés. Ça, je trouve que ça créerait une pression immense, mais qui ferait en sorte qu'on résoudrait, par exemple, le problème d'accession aux études supérieures en langue anglaise pour plusieurs francophones. Les gens sauraient que, de manière générale, la plupart des entreprises sont des entreprises francisées. Et puis, sur la question des signes linguistiques, de l'affichage linguistique, on a finalement fini par accepter l'idée de la prédominance. Et il me semble que la même idée de prédominance pourra peut-être un jour finir par s'imposer pour ce qui est des employés de l'État qui sont en position d'autorité coercitive. Ils portent tous un uniforme. Si on oublie la question des enseignants, ils portent tous un uniforme. Mais de manière prédominante, ils doivent porter un uniforme qui montre qu'ils agissent au nom de l'État. Et loin de trouver qu'il y a un problème à porter un signe religieux en plus de porter un uniforme à prédominance représentant l'État, ce que ça montre, c'est une chose d'extraordinaire. Ça montre que des gens qui ont une identité religieuse communautaire
pense aussi à la nécessité d'agir en tant qu'agent de l'ordre public. C'est quelque chose d'absolument magnifique, ça. Alors, loin d'être un problème, c'est quelque chose de magnifique. Et je pense que ça, bien sûr, on ne va pas l'accepter au Québec. Mais peut-être qu'à force de revenir à tous les 5 ans avec l'obligation d'utiliser la clause dérogatoire, peut-être que l'idée va finir par faire son chemin. Peut-être d'ailleurs que le jugement Blanchard va venir apporter des premiers bémols à la loi 21. Et tel est mon espoir, c'est qu'on apprenne un peu contre son gré la nécessité de s'ouvrir aux gens qui portent des signes religieux. Ça peut être extraordinaire de les avoir comme renfort au sein de la nation québécoise pour faire avancer ce fameux projet national qui est si cher au nationalisme. Mais le nationalisme se mesure dans sa qualité à sa capacité de s'ouvrir aux minorités. Et si on échoue à cette matière, et les défis sont gigantesques, eh bien, on n'a qu'à se blâmer nous-mêmes. Merci, Michel. Dalila, je suis persuadé que tu as au moins une question. Ben oui, d'ailleurs, Michel, tu mentionnes à plusieurs reprises dans le livre, c'est qu'il y a une distinction importante entre respecter la diversité, les pluralismes et la valoriser. Puis pour moi, cette idée est fondamentale parce qu'elle peut réconcilier des gens qui ont des visions du monde qui sont complètement différentes, mais qui peuvent néanmoins cohabiter. Donc, je trouve ça intéressant que tu insistes sur cette idée-là. Ma question concerne la charte de la laïcité. Dominique l'a mentionné un peu dans son commentaire d'introduction. Toi, tu juges que c'est quelque chose de nécessaire. Est-ce que tu pourrais, de un, nous développer un peu là-dessus, nous dire pourquoi tu penses qu'une charte de la laïcité est nécessaire, et deux, quelques points incontournables qui doivent être inclus dans cette charte-là? Grosse question. Effectivement, et là, je retourne peut-être un peu dans l'ouvrage coécrit avec Jérôme Gosselin-Tappe. Nous nous inscrivons à distance autant du modèle français assimilationniste que du modèle canadien qui définit la laïcité comme impliquant 2 modes opératoires, à savoir la neutralité de l'État et le principe de séparation de la religion et de l'État au service de la préservation de la liberté de conscience. Cette vision des choses est déjà trop individualiste à mon sens. La laïcité doit entrer en équilibre avec la liberté de religion des gens. Il ne s'agit pas de subordonner la laïcité institutionnelle, c'est-à-dire la neutralité de l'État et le principe de séparation, à des finalités qui sont celles de l'individu. Ça, c'est une perspective que je considère être individualiste. Il faut plutôt penser à un équilibre. La laïcité, c'est quoi? C'est la laïcité institutionnelle comportant 2 aspects, la neutralité de l'État et le principe de séparation. Et cette laïcité institutionnelle limite les libertés individuelles parce que le prosélytisme est interdit à l'intérieur de l'institution. Et moi, je pense qu'il y a des arguments parfaitement laïques et qui ne sont pas religieux du tout pour dire qu'on doit offrir des services à visage découvert. Alors donc, ça limite la liberté individuelle, mais en même temps, l'État, avec sa laïcité institutionnelle, doit être limité par rapport aux droits individuels fondamentaux et donc qu'on permette la distinction entre la laïcité et la sécularisation de la société, qui là peut être variable. Il y a des gens qui peuvent être religieux, d'autres ne le sont pas. Certains portent des signes religieux, d'autres n'en portent pas. Et il faut que l'État laisse cette diversité-là présente. Alors, ce faisant, l'État, dans sa laïcité institutionnelle, est limité par rapport aux libertés individuelles. Donc, il y a un équilibre ici. Si on pense les choses de cette manière, à ce moment-là, les 2 propriétés de la laïcité de l'État ne sont pas des conséquences secondaires par rapport aux libertés fondamentales de liberté de conscience et d'égalité des personnes. Ceux qui subordonnent les traits institutionnels de la laïcité aux finalités que sont la liberté de conscience et l'égalité,
disent ben, on a juste besoin de la Charte des droits et libertés de la personne. Cette charte contient ces finalités de la laïcité. Et si on les accepte, on devra accepter automatiquement ces modes opératoires, ces moyens que sont la laïcité institutionnelle. D'où la non-nécessité d'avoir une charte de la laïcité. Mais si, comme moi, on sépare les deux et qu'on définit la laïcité comme étant exclusivement institutionnelle, elle n'est pas alors subordonnée aux finalités que sont la liberté de religion et l'égalité. Et donc, il y a matière à légiférer pour dire en quel sens les institutions publiques doivent être laïques. Et c'est un thème nouveau par rapport aux valeurs qui sont affirmées dans la Charte des droits et libertés. Ce sont des idées autonomes et non des idées subordonnées à la Charte des droits et libertés. Alors, une telle charte de la laïcité doit affirmer, bien sûr, la laïcité de l'État, les deux aspects que je viens d'énoncer. On doit, à mon sens, aussi éventuellement réduire les subventions aux organismes religieux, c'est-à-dire les subventions aux écoles religieuses confessionnelles. Ce n'est pas une lubie. En Ontario, on ne finance pas les écoles confessionnelles et on doit réduire progressivement les crédits d'impôt aux organismes religieux. On appuie des organismes que s'ils ont une valeur caritative et pour cette fonction caritative. Il me semble aussi qu'on devrait avoir un cours d'éthique et de culture des religions. C'est un élément essentiel, à mon sens, pour justement équilibrer ces deux idées centrales que j'évoque en première partie de mon livre, à savoir, il faut que nous soyons pluralistes à l'égard de la vérité. Il y a plusieurs vérités. Et je suis en train d'empiéter et je vois une main qui se lève, mais je te donne tout de suite la parole et je complète là-dessus. Il nous faut alors des cours d'ECR, d'éthique et de culture de religion, parce que nous sommes ouverts à toutes les postures à l'égard de la religion, mais il nous faut aussi des cours des sciences, des cours de sciences. Et on peut avoir les deux parce qu'on a différents concepts, on est pluraliste en matière de vérité. Bon, je pourrais élaborer sur d'autres aspects, mais je veux laisser la parole à vous, Dominique. Dominique. Mais en fait, parce que je voulais justement rebondir sur cet aspect-là, sur ton pluralisme à l'éthique. Donc, l'idée, en fait, donc tu pars de Wittgenstein, des jeux de langage, en disant, mais finalement, au fond, on devrait pouvoir reconnaître que dans le jeu de langage de la science, alors on peut avoir une conception de la vérité comme adéquation, par exemple, et alors dans le champ du religieux, on peut avoir une conception de la vérité comme authenticité ou comme, je sais pas, une vérité métaphysique, peu importe, que dans les sciences sociales encore, ça pourrait être quelque chose de différent, dans la littérature, dans les arts. Et au fond, tu dis, mais finalement, tout ce que ça requiert, c'est qu'on accepte que tel concept de la vérité soit dominant dans tel champ ou dans tel jeu de langage. Et puis, bon, peut-être qu'il y aura des difficultés de frontières, mais au fond, voilà, si on est tous de bon cœur et de bon esprit, ça ne devrait pas être trop difficile. Et j'ai lu ce passage et je me suis dit, quel optimisme! Est-ce que c'est l'optimisme du philosophe ou sa naïveté? Parce que je me suis dit qu'il y a des gens qui pourraient te dire, mais écoute, moi, mon concept de vérité, il est bon across the board. Hein? Et alors, voilà, vous allez faire de nos enfants des schizophrènes, entre guillemets. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce machin-là? Et donc, tu as l'air de dire que tout ça sera acceptable pour tout le monde, que ça devrait être plus acceptable que l'idée qu'on a chez Taylor qu'on doit avoir on doit accepter que notre point de vue sur le monde est contestable. Tu dis non, ça ne va pas, mais moi, ma conception pluralisme à l'éthique, ça va aller. J'avoue que là, j'étais un peu sceptique et j'aimerais t'entendre un petit peu plus là-dessus. Michel, rapidement pour qu'on puisse passer, qu'on se rapproche de la conjoncture québécoise. Parfait. Je dirais tout simplement, effectivement, je pense que je te donne tout de suite raison, Dominique. Il s'agit pour moi d'ouvrir une brèche. Cette position que je décris dans mon livre m'apparaît être la seule façon, ultimement, d'obtenir le respect entre les croyants et les incroyants.
il n'y a pas que ceux qui, dans le cas de Taylor, il a une certaine ouverture, mais cette ouverture est à l'égard de croyants qui doutent et de gens qui sont athées, mais qui sont aussi hantés par le spirituel. Et il croit que pour être au diapason de l'âge de l'authenticité, il faut occuper l'une des deux figures. Ben moi, je pense que le problème est bien sûr beaucoup plus profond et qu'il faut avoir un modèle qui nous permet d'admettre autant ceux qui ne jurent que par la vérité scientifique, mais qui acceptent cependant qu'il y a d'autres concepts de vérité, et notamment la vérité authenticité. Et alors, ça, c'est sûr que ça se heurte à des fins de non-recevoir. Et toutefois, encore là, on va devoir apprendre à la dure à vivre et à cohabiter les uns avec les autres. Et probablement qu'on n'y arrivera pas à vivre et à cohabiter dans le respect les uns avec les autres. Et en soit dit en passant, la notion de respect, pour moi, implique l'acceptation, la tolérance, l'acceptation et la compréhension. C'est ce que j'entends par la notion de respect, et pas la valorisation. Alors, on peut, je pense, dès lors qu'on s'ouvre à cette idée, il me semble qu'il y a des militants de la science qui sont tellement sûrs de leurs faits qu'ils assimilent toute croyance religieuse à des adhésions à des propositions fantaisistes. Ils ne comprennent pas la portée que représente pour quelqu'un vivre une foi religieuse. C'est être habité dans un certain état où on se découvre soi-même dans son intériorité, ou alors ceux qui disent, qui croient une transcendance, c'est un rapport au monde, c'est quelque chose qui est existentiel. Et donc, c'est complètement fallacieux de caractériser la foi religieuse, soit celle de Taylor qui est fondée sur l'authenticité, soit celle qui est métaphysique, en les caractérisant à partir du modèle scientifique de la vérité. C'est le nœud du problème. Alors, moi, j'identifie le nœud du problème, je crois, et je pense que c'est en creusait déjà le début d'une solution. Mais avant qu'on fasse admettre le pluralisme à l'éthique, il va falloir que je me lève très souvent de très tôt le matin. Merci, Michel. Avant de repasser la parole à Dalila, je voudrais rappeler à notre cher public que vous pouvez transmettre vos questions et que c'est dans 7 minutes, on va commencer la période de questions. Alors, Dalila, je te passe la parole. Ton micro. Oui, oui. Donc, on sait qu'on attend bientôt le jugement de la Cour supérieure sur la loi 21. Donc, si tu veux bien, Michel, peut-être qu'on pourrait parler un petit peu de ça. Est-ce que tu pourrais expliquer, à ton avis, ce qui fait en sorte que dans des sphères politiques partisanes et dans une large partie de la population, on en vient à considérer des lois restrictives comme la loi 21 comme étant en faveur des femmes, comme étant en faveur de la cohésion sociale, alors qu'il y a beaucoup de données qui pointent dans une direction opposée et qui montrent qu'au contraire, ce sont des lois qui peuvent alimenter la méfiance, la discrimination et l'exclusion. Fait que, grosso modo, qu'est-ce qui fait en sorte que ces lois sont aussi convaincantes pour beaucoup de gens? Parce qu'il y a des arguments valables qui sont avancés. Moi, je ne veux pas du tout sous-entendre que c'est complètement farfelu de défendre ces lois-là, mais je voudrais t'entendre, toi, à ce sujet-là. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a autant de gens qui adhèrent et qui défendent ces lois restrictives? Oui, dans la présentation que j'ai déjà faite dans différents forums de ce qui motive les gens à adhérer à la charte de la laïcité, la loi 21, j'ai voulu être le plus ouvert possible parce qu'il y a toutes sortes d'adhésions. Il y a des féministes, pas des féministes qui disent « mais la religion, elle est toujours sexiste. Toutes les religions monothéistes sont sexistes de mille et une façons. » Il y a des gens qui appartiennent au groupe LGBTQ et qui disent « mais il y a de l'homophobie dans toutes les religions. » Il y a des gens qui sont formés à la science et qui ne jurent que par les modèles naturalistes
et qui donc ont un athéisme fondé sur une perspective strictement scientifique et qui sont contents de voir la religion expulsée de l'espace public le plus possible. Il y a des gens qui sont influencés profondément par le modèle français de la laïcité. Et il y a des gens qui trouvent, à l'occasion de la laïcité, une occasion d'affirmer une identité nationale distincte de celle qui est acceptable aux yeux des Canadiens. Alors, il y a toutes ces motivations, mais je pense que le moteur qui a rassemblé tous ces gens, qui sont parfois très différents les uns des autres, dans une même voie, c'est cette expérience historique qu'ils ont vécue ou que leurs parents ont vécue d'une oppression de l'Église catholique qui était complètement insensée. Bien sûr, pour plein de gens maintenant, ils ne l'ont pas eux-mêmes vécu, mais ils ont hérité de leurs parents la même réaction viscérale ou à tout le moins la même conception que la religion, ça devrait être une affaire privée. Et dès qu'on voit réapparaître dans l'espace public la religion, on voit là le danger, le spectre d'un retour de cette grosse structure institutionnelle religieuse qui a si longtemps traversé le Québec. J'ai oublié dans mon énumération des gens qui viennent de l'étranger et qui viennent de pays où il y a eu une oppression politique obligeant les femmes à porter le foulard. Dans ces pays-là où c'est une imposition, cependant, je pense que ces femmes-là veulent simplement être libres. Elles ne veulent pas un État qui nécessairement oblige les femmes à ne pas le porter. Elles veulent être libres de le porter ou non. Et, mais donc, je crois que toutes ces personnes ont affaire à une oppression qu'ils ont vécue ou que leurs parents ont vécue et qu'ils ont peur de voir se reproduire. Et quand on a un discours qui fait peur, qui annonce l'arrivée de l'islam politique, l'instauration de la charia, le fait que le salafisme sera enseigné dans toutes les mosquées, eh bien là, à ce moment-là, ça génère une peur chez les gens de voir une oppression religieuse venir s'imposer. Et ça, c'est ce qui rejoint, je pense, la masse critique de ceux qui ont appuyé la loi 21. Et c'est pourquoi, moi, je dis qu'il faut renverser l'ordre des choses. Vivre la religion en communauté, ce n'est pas du communautarisme. Le communautarisme, ce serait refuser toute autre identité que notre identité communautaire. Or, plein de gens ont des identités multiples. Ils peuvent avoir une identité à leur groupe communautaire et une identité nationale plus large. Dès lors qu'on a des identités multiples, on peut accepter ça. Mais donc, ça, c'est le diagnostic que je voulais apporter. Au fond, ce qui a été le moteur de l'adhésion générale de la population. Bon, il y a bien sûr ceux qui sont carrément violents et racistes. Il y a des gens qui sont animés au départ d'islamophobie, mais il y a aussi toute cette panoplie de positions qui a une peur bleue de voir réapparaître le spectre d'une organisation institutionnelle omniprésente et étouffante. Merci beaucoup, Michel. Donc, on va amorcer le dernier segment de la soirée, qui est en fait les questions de notre valeureux public. On en a quand même pas mal. Alors, je vais commencer avec la première. Et que tout le monde se sente à l'aise là, sur le panel pour répondre partiellement ou, à la question. Frédéric Barriot pose la question « Pourquoi la nécessité d'ajouter cette épithète ouverte? N'est-ce pas la nature même de la laïcité d'être ouverte et respectueuse de la liberté de conscience et de religion, si bien que Bobéro dit que la laïcité française républicaine a été falsifiée, c'est-à-dire crispée, refermée, dévoyée, en étant évidemment bien conscient des différences entre le Québec et la France. » Moi, je vais juste dire quelques mots, mais j'inviterai Dalila et Dominique à compléter. Un des griefs que j'ai à l'égard de ceux qui défendent la laïcité stricte, c'est d'employer le mot laïcité sans l'adjectif. Ça laisse entendre que la laïcité stricte, c'est la seule laïcité possible. Alors, je veux bien penser, moi, c'est comme ça que je définis mon concept de laïcité,
comme impliquant l'ouverture. Donc, c'est quasiment pléonastique pour moi que d'affirmer le concept de laïcité ouverte. Donc, je donne raison d'une certaine façon à Frédéric Barriot. Mais nous sommes en face d'un débat, face à des gens qui ont une autre conception de la laïcité. Et je pense que le début du respect d'autrui consiste à reconnaître qu'il y a une autre conception. Et même si je m'oppose à la laïcité stricte, je reconnais que c'en est une autre conception et c'est pourquoi moi je qualifie la mienne. Et je pense que ne pas qualifier sa propre conception laisse entendre qu'il n'y en a qu'une sur le marché philosophique. Et je ne ferai pas injure à mes adversaires au point de les ignorer comme trop souvent, eux, nous ignorent. Dominique et Dalila, est-ce que vous souhaitez réagir à la question? Non? OK. Une nouvelle question pour toi, donc de Véronica Ponce. Le commentaire de Dominique Lédet a piqué ma curiosité. Est-ce que Michel peut expliquer en quoi sa position se distingue de la position de Taylor et McClure? Dominique a mentionné une charte de la laïcité, mais j'aimerais que Michel élabore si possible sur ce qui distingue sa position et pourquoi. Bien, c'était un mystère pour moi parce que, n'est-ce pas, quand on parle de Charles Taylor, on pense aux philosophes communautariens. Du moins, c'est ainsi qu'on le présentait dans nos cours de philo. Or, dans l'ouvrage qu'il écrit avec Jocelyn McClure, la position est très individualiste. La religion est une affaire strictement subjective. C'est strictement une affaire de droits individuels, la religion. Et ce droit individuel, il est déjà inscrit dans la Charte des droits et libertés. Donc, ou bien on n'a pas besoin d'une charte de la laïcité, ou bien, je pense que Jocelyn disait, on peut avoir une loi sur la laïcité, mais elle sera subordonnée à la Charte des droits et libertés. Alors, il y a une perspective assez individualiste et c'est assez étonnant. Il faut vraiment se taper et vraiment potasser longuement l'ouvrage L'âge séculier de Charles Taylor pour voir d'où sort son individualisme. Pour lui, l'individualisme, c'est le cadre immanent de la modernité occidentale. Nous sommes pris dans l'individualisme et ça ne veut pas dire cependant qu'on ne peut pas retrouver des valeurs communautaires, mais elles sont des produits dérivés des valeurs individuelles. Donc, il y a une primauté des droits individuels et moi, je pense que ça ne permet pas d'expliquer pourquoi les personnes vont devant les tribunaux, des avocates vont devant les tribunaux, des professeurs vont devant les tribunaux pour dire « je réclame le droit de porter le foulard ». Ce n'est pas une préférence rationnelle pour ces personnes, ça fait partie de leur identité. Or, si la seule façon de comprendre la religion, c'est sur un mode subjectif, intérieur, individuel, eh bien, les accessoires religieux ont un caractère accessoire. Et on n'est pas en mesure d'expliquer pourquoi ça fait partie de leur identité. Si on reconnaît que ça fait partie de leur identité, cette identité s'explique par rien d'autre que des pratiques communautaires. Et donc, le signe religieux est un marqueur d'appartenance communautaire. Et il faut alors saisir la dimension collective qui est en jeu. Et c'est mon gros désaccord avec Taylor et McClure. Merci, Michel, pour ces précisions. Dominique, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, à vrai dire, je ne suis pas sûre de comprendre cet élément-là, Michel, parce qu'il me semble que donc, tu as l'air de dire que si c'est une conviction, si ma foi est purement individuelle, c'est une conviction de conscience, à ce moment-là, le fait que je me sente l'obligation de manifester cette foi par le port d'un signe religieux extérieur, tu dis ça va être vu comme étant nécessairement accessoire. Ce n'est que si ça peut être vu comme quelque chose qui est lié à une identité communautaire qu'on pourra montrer que ça ne l'est pas. Et franchement, ça, je ne trouve pas ça convaincant. Il me semble que on pourrait dire, et il me semble qu'il y a une citation quelque part que c'est McClure qui fait de Locke, mais je ne suis pas sûre, où Locke dit, mais la foi, ce n'est pas quelque chose qui est à ma disposition. Et donc, si je dis, ma foi me commande de porter un signe extérieur, peu importe qu'il y ait une dimension communautaire ou autre,
Si je considère que c'est quelque chose qui n'est pas à ma disposition, à ce moment-là, ce n'est pas quelque chose que je peux choisir de porter ou de ne pas porter. Et donc, il me semble que ce n'est pas parce qu'on a une conception subjective de la religion qu'on doit nécessairement considérer que le port de signes religieux soit accessoire. En tout cas, moi, cet argument-là, je ne le trouve pas entièrement convaincant, même si je continue à croire que ce que tu apportes à la conversation et qui me semble très important, c'est effectivement l'idée de la dimension communautaire des modes de croyance. Est-ce que je réponds 2 secondes? 2 secondes, oui. 3. 3, hein? Je crois que c'est extrêmement important ce que tu dis, Dominique. Il me semble que, cependant, si on reconnaît qu'il y a une dimension communautaire qui peut être impliquée ou compatible avec la conception subjective, à ce moment-là, la religion n'est pas que pure subjectivité. Elle est hybride, comme nous le défendons dans La Nation pluraliste et comme je le défends dans cet ouvrage. Elle a une dimension hybride. Or, ce n'est pas ainsi que Taylor et McClure caractérisent la religion. Ils la caractérisent comme subjective. Et ils trouvent que c'est trop problématique de faire référence à une dimension objective. Alors, ce qui est vrai, cependant, c'est que, là, je suis en train de dépasser mes 3 secondes, ce qui est vrai, cependant, c'est que même pour la personne qui a des pratiques communautaires, c'est une adhésion volontaire. Ça a traversé la conscience libre de la personne et c'est librement qu'elle adhère à cette conception communautaire. Ça, c'est tout à fait juste. Donc, la conception de l'acceptation et du consentement et de la volonté de l'individu est compatible avec une conception communautaire. Mais quand même, il faut alors maintenir la dimension hybride de la croyance religieuse, ce que McClure et Taylor rejettent. Merci, Michel. Je me permets d'intervenir et de poser une question qui s'adresse à tout le monde, surtout dans la conjoncture québécoise. Ma question, c'est, sans islamophobie, est-ce qu'il y aurait même un débat sur la laïcité au Québec? Et inversement, votre réflexion sur la laïcité ouverte, Michel, est-elle en partie, du moins, une manière et un moyen de combattre l'islamophobie? C'est moi qui parle encore. Je vais essayer d'être bref parce que je crois que Dalila va certainement avoir des choses à dire là-dessus, mais oui, c'est sûr que c'est un moyen pour combattre l'islamophobie. Et je dois reconnaître que, bon, ma position par rapport à la loi 21, autant que le projet de loi 60, moi, personnellement, dans le libellé, si j'avais à caractériser ces lois, j'aurais dit qu'il y a plein de catho-laïcité là-dedans. Pour toutes sortes de raisons qu'on a déjà pu apercevoir. La discrétion des signes religieux est typique d'une expérience chrétienne, je l'ai déjà dit, mais aussi comment on épargne le financement des écoles confessionnelles, les crédits d'impôt aux organismes religieux. On voulait même préserver le crucifix à un certain moment. On ne voulait pas parler des prières avant les conseils de ville. Il y avait donc plein d'éléments qui préservaient l'ordre établi. Et donc, c'était catho-laïque, le projet de loi 60, et il en reste beaucoup de ça dans la loi 21. Mais le discours qui est venu appuyer ça a été très souvent un discours islamophobe. Drainville disait c'est ou bien l'intégrisme ou bien le projet de loi 60. Fatima Ouda-Pépin disait ben là, le salafisme est enseigné dans toutes les mosquées du Québec. Poste de veille, d'aller lancer quelque chose, a dit que la charia est en train de s'imposer au Québec, et ainsi de suite. C'est ça qui a généré un sentiment islamophobe au sein de la population. Et ensuite, des groupes d'extrême droite sont nés, une accentuation des crimes haineux au sein de la population visant la communauté musulmane, et finalement, le meurtre sordide à la mosquée de Québec. Alors, tout cela, c'est des différentes strates, catho-laïcité, islamophobie et racisme ouvert et non complexé. Dalila, est-ce que vous souhaitez commenter? Peut-être un peu plus tard. Ben, en fait, un peu plus tard, il reste 5 minutes. Et là là.
Ben, je pense, un peu comme Michel, c'est que ce qui est difficile avec cette loi-là, donc la loi 21, c'est le contexte social et politique dans lequel elle s'inscrit, qui est un contexte d'islamophobie. Et je crois qu'une des choses que les défenseurs de ce genre de loi ne font pas assez, c'est de proposer aussi des mesures ou des actions en parallèle pour contrer l'islamophobie, parce qu'on ne peut pas juste défendre une certaine conception de la laïcité qui est plus stricte et proposer des lois qui vont brimer des libertés et qui ne sont pas appuyées sur des faits concrets ou des données, sans reconnaître qu'il y a un fond, il y a une omniprésence de l'islamophobie dans notre société comme dans d'autres sociétés. Donc, je pense que ce qui serait plus convaincant, c'est d'avoir, c'est ça, des propositions parallèles qui tiennent compte de ce sentiment d'exclusion, de mépris que ressentent les personnes musulmanes dans la société. Michel, oui? Je suis tout à fait d'accord avec Dalila et je dois dire que la dernière partie de mon ouvrage sur le choc des civilisations, et d'ailleurs ça faisait partie du discours ambiant, n'est-ce pas, de dire que nous sommes en face d'un choc des civilisations. À force d'y croire comme une prophétie autoréalisatrice, il est en train d'advenir jusqu'à un certain point. Et quand on regarde la polémique engendrée en France en ce moment, on pense que ce n'est pas sur le point de s'estomper. Et au Québec, c'est la même chose. Les islamo-gauchistes vont être visés bientôt au Québec. Les modes françaises nous parviennent toujours avec quelques délais. Donc oui, cet ouvrage-là ambitionne aussi. Mais comme je l'ai dit, de lutter contre l'islamophobie et lutter contre cette perception erronée d'un choc des civilisations. Mais comme je l'ai dit ailleurs, c'est un ouvrage qui s'inscrit dans le temps long. Parce que pour ce qui est de l'actualité comme telle, moi, j'aurais des choses à dire éventuellement sur le jugement Blanchard. À mon avis, il devrait invoquer le droit des minorités, le principe du droit, le principe de protection des minorités qui est un principe sous-jacent à la Constitution canadienne et qui n'est pas clairement visé par les articles qui font l'objet de la clause dérogatoire. Mais ça serait un débat parce que je sais que plusieurs juristes disent, et je comprends leur argument, que Blanchard ne veut pas invoquer le principe de protection des minorités dans le contexte où il y a dérogation à l'égard des articles sur la liberté des religions. Mais moi, je pense que c'est une affaire de minorité, ce n'est pas qu'une affaire de droit individuel. Alors, c'est pourquoi ce serait la ligne que je prendrais pour contrer la loi 21. Merci, Michel. Ça, c'est un dossier à suivre très bientôt. Il reste 1 minute. Je me réserve la dernière question. Michel, qu'est-ce que vous souhaiteriez que les gens retiennent de la lecture de votre ouvrage? Mon souhait, c'est qu'on n'ait pas encore à attendre un autre 5 ans avant de faire marche arrière. Quand on est en face d'une impasse, je crois que ce n'est pas clair que la population va constamment approuver la loi dès lors qu'elle va voir qu'il faut lui donner une suprématie. C'est une chose que je dis dans le livre. Il faut que la loi 21 se donne le statut de suprématie par rapport à la Charte des droits et libertés. Parce qu'il y a 2 amendements dans la Charte des droits et libertés concernant la laïcité qui oblige la Charte des droits et libertés à se soumettre à la loi sur la laïcité, alors que la loi sur la laïcité dit que les principes affirmés dans la Charte des droits et libertés ne s'appliquent pas à elle. Donc, il y a une relation, je dirais, de suprématie de la loi 21 sur la Charte des droits et libertés qui m'apparaît intenable à long terme. Alors, moi, bien sûr, comme je l'ai dit, mon ouvrage n'est pas sans rapport avec l'actualité, et je n'ai pas peur de parler de l'actualité, mais il s'inscrit dans le temps long, celui que Gérard Lebrun a déjà appelé celui de la patience des concepts. Merci beaucoup, Michel. Il est 20h. Je pense que je vais soumettre votre candidature au nouveau prix que le ministre Jolin Barrette a créé, le prix de la laïcité Guy Rocher. Je
pense que vous auriez de bonnes chances d'être le premier lauréat. J'aimerais aussi remercier nos panélistes Dalila Awada et Dominique Lédet. Ça a été trop rapide, mais bon. Je voudrais également saluer le travail d'Olivier Leroux-Picard des éditions Éco-Société pour avoir assuré la bonne marche logistique de ce lancement. Bonne fin de soirée et surtout bonne lecture de Raison, déraison et religion. Salut!